Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous annoncer la parution ce 9 mars aux éditions Perrin de mon dernier livre, L'Aigle et le Léopard. L'aigle, symbole du Reich allemand, et le léopard, emblème de l'Angleterre depuis Richard Cœur de Lion, car en héraldique, sachez-le, le lion s'appelle le léopard. L'aigle et le léopard donc, titre qui s'éclaire aussitôt quand vous aurez lu le sous-titre, les liaisons dangereuses entre l'Angleterre et le Troisième Reich, et surtout quand vous aurez reconnu sur la photo, aux côtés d'Adolf Hitler, le duc et la duchesse de Windsor. Le duc, autrement dit l'ex-roi Édouard VIII, resté sur le trône 11 mois de janvier à décembre 1936 et qui a abdiqué pour pouvoir épouser Wallis Simpson, la dame à gauche de l'image, dont nous savons aujourd'hui qu'elle était en fait un actif agent des nazis. Mais l'affaire Édouard VIII, et c'est tout le sujet du livre, c'est en quelque sorte la face émergée d'un énorme iceberg. C'est le côté people, spectaculaire, d'une histoire beaucoup plus longue et surtout infiniment plus lourde historiquement, même s'il ne faut pas évidemment la sous-estimer. On sait en effet que dans la perspective d'une invasion de l'Angleterre en 1940 ou après, Hitler avait promis à Édouard VIII de le remettre sur le trône. On sait aussi que les services secrets allemands avaient placé quelques 50 millions de marks sur un compte suisse pour permettre à l'ex-roi d'attendre sa restauration tranquillement au Portugal, Portugal dont Churchill le fera exfiltrer in extremis en le menaçant même de le traduire en conseil de guerre si il ne rejoignait pas un poste de gouverneur des Bahamas où on l'avait nommé pour mettre quelques milliers de kilomètres, dirons-nous, entre l'Europe en guerre et lui. Mais il y a bien plus, qui dépasse de très loin ce cadre dynastique. Il y a l'histoire commencée bien avant la guerre de 1914 d'une double fascination entre les deux pays. Une fascination qui ne s'explique pas seulement par les origines allemandes de la famille régnante britannique, qui depuis le XVIIIe siècle appartient, ne l'oublions jamais, à la dynastie de Hanovre, puis à celle de Saxe-Cobourg-Gotha, nom qu'ils abandonneront en 1916 pour cause de guerre mondiale. Cette fascination, c'est à la fois celle d'Hitler pour l'Angleterre et l'Empire britannique en général, et celle des élites britanniques pour le grand dessein continental du Führer qui préserve l'Empire britannique menacé par les États-Unis depuis la fin de la Première Guerre mondiale, et même lui assigne un rôle majeur dans la domination des mers. On peut même dire que le seul domaine où Hitler ne mentait pas sur ses intentions, et ce fut le grand mérite de Churchill de se rendre compte très tôt du danger que ça comportait pour la liberté du monde, eh bien c'est dans cette volonté de s'entendre avec l'Angleterre et puis une fois la guerre déclarée, de faire la paix avec elle. Alors on parle depuis 1945 du partage du monde que fut Yalta entre les États-Unis et l'Union soviétique de Staline. Mais il s'en est fallu de très peu pour qu'en 1940, à peine arrivé au pouvoir, Churchill soit mis en minorité et remplacé par des gens, son ministre des Affaires étrangères, Edward Halifax, pour ne pas le nommer, qui aurait aussitôt accepté un autre partage du monde, qui était celui que lui proposait Hitler. En fait, l'idéologie, comme la vie des affaires, tout y poussait un certain nombre de gens des deux côtés de la Manche. Savez-vous par exemple que le principal inspirateur idéologique d'Adolf Hitler, ce n'est pas Nietzsche comme on l'entend trop souvent, mais un Anglais, Houston Stewart Chamberlain. Rien à voir avec le Chamberlain des accords de Munich. Ce Chamberlain-là avait abdiqué la nationalité anglaise pour choisir la nationalité allemande, dès avant la Première Guerre mondiale. Et avant de mourir en 1926, il s'était fait décerner par Hitler le titre envié à l'époque d'évangéliste du Parti national-socialiste. Ça, c'est pour l'idéologie. Et je ne parle pas du darwinisme et des attendus qu'Hitler en a tirés concernant la sélection naturelle, etc. Mais au-delà de l'idéologie, il y a les intérêts. Savez-vous, par exemple, que l'un des hommes qui fit le plus pour convaincre les financiers britanniques d'investir en Allemagne entre les deux guerres n'était autre que le gouverneur de la Banque d'Angleterre en personne, Montagu Norman, lequel était un ami intime
du ministre des Finances d'Hitler, Hjalmar Schacht, Schacht, qui a rendu possible la mise sur pied de la machine de guerre nazie et qui avait choisi ce même Norman comme parrain d'un de ses petits-fils. L'un des grands historiens anglais contemporains, plus grand sans doute, Julian Jackson, qui se trouve être aussi le meilleur biographe britannique de De Gaulle, développe une thèse très, très dérangeante à laquelle, pour ma part, je souscris totalement. Il explique qu'en 1940, la Grande-Bretagne était infiniment plus prête que la France à participer au nouvel ordre hitlérien. Alors ce qui nous empêche de le voir, c'est en fait c'est l'effondrement de la France et c'est l'émergence quasi immédiate du régime de Vichy qui nous enferme en quelque sorte dans un fatalisme a posteriori. Notre regard sur la Troisième République est en fait masqué par son épilogue, c'est-à-dire Vichy, la collaboration. Et à l'inverse, l'héroïsme du peuple anglais pendant la bataille d'Angleterre qui a eu lieu, répétons-le toujours, parce que Churchill n'a pas cédé à Hitler, ce qui, je le répète, s'est joué sur le fil du rasoir. Eh bien, ça nous empêche de voir les forces profondes qui, en 1940, convergeaient vers une entente avec l'Allemagne. Ces forces profondes et l'histoire des hommes qui les ont incarnées, c'est le sujet de ce livre. Et ceux qui prendront la peine de le lire s'apercevront qu'il ne s'agissait pas seulement de l'aristocratie, celle qu'on voit magnifiquement mis en scène dans le film de James Ivory, Les vestiges du jour. Ce ne sont pas non plus même les fascistes anglais d'Oswald Mosley, car l'Angleterre, contrairement à la France, a eu un parti fasciste puissant dans les années 30. Ce n'est pas seulement non plus les financiers de la City dont je parlais. Tous les secteurs de la société ont été concernés par ce tropisme allemand. Les travaillistes, Mosley, ne l'oublions pas, Mosley que je viens de citer, venait de ce parti travailliste, et même il avait manqué à quelques voix d'en devenir le président en 1931. Mais il y a aussi les syndicats, très admiratifs du modèle social instauré par Hitler. Il y a notamment un personnage étonnant qui s'appelle George Johnsbury, qui est la figure tutélaire des trade unions, un pionnier du droit de vote des femmes même, avant la Grande Guerre, et qui en 1937, auréolé de tout ce prestige, s'en va rencontrer Hitler, et en revenant, explique qu'il est l'incarnation du christianisme le plus pur. On croit rêver. Il y avait donc là matière à réflexion sur la manière dont se fait l'histoire, et surtout la façon dont elle s'écrit. Matière aussi à revenir, une fois de plus, il faut toujours le répéter, sur Churchill, parce que c'est l'homme qui, au dernier moment, a fait dérailler le train d'une entente germano-anglaise qui semblait finalement aller de soi pour beaucoup plus de gens qu'on a bien voulu le dire. Alors voilà, j'espère que ce livre vous intéressera. Je dois dire que j'ai moi-même beaucoup appris en l'écrivant grâce aux documents récemment déclassifiés qui sont désormais accessibles. Vous en découvrirez un certain nombre dans le texte et en annexe à la fin du livre, et notamment l'incroyable rapport de police relatant le retour d'Allemagne en juin 1939, quelques semaines avant la déclaration de guerre de Miss Unity Mitford, la Valkyrie anglaise d'Hitler, qui d'ailleurs repartira quelques jours plus tard et tentera de se suicider le jour même de cette déclaration de guerre. Vous aurez aussi cet incroyable compte-rendu d'une conversation interceptée par le FBI en 1941 entre la duchesse de Windsor et un ami américain, où elle lui explique finalement ce que sera son destin, un destin, vous l'imaginez, immense, quand Hitler aura gagné la guerre. Je ne vous en dis pas plus, la réalité, comme souvent, dépasse la fiction. Merci de votre attention.